Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Julien Coulot. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est très cool d'être là et aussi de voir en vidéo, même si les gens pourront pas le voir. Oui, ça c'est un peu le... J'y pense, hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça serait bien d'avoir la vidéo, mais pour le moment, on n'en est pas là. Du coup, première dérive, Julien, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais? Euh, J'imagine comme beaucoup, ça doit pas être facile quand t'es indie, mais donc après j'ai fait des études un peu d'informatique, puis j'étais un peu perdu, je fais de la com, etc. Et suite à ça, j'ai créé une première boîte dans l'audiovisuel qui avait rien à voir avec mon parcours, et j'ai tout fait de travers en faisant des premiers trucs, recherche Google, comment être entrepreneur et gagner sa vie, être millionnaire. Euh, La base. Et du coup, après ça, donc ça, je faisais pas grand-chose et j'ai vu passer un truc, The Family, qui lançait une formation coup d'État. J'ai fait ça. Ça m'a pas mal bouleversé parce que ça a changé toute ma vision de l'entrepreneuriat. Mais à ce moment-là, je pouvais pas créer une boîte dans le style qu'on connaît actuellement. Il me fallait de l'argent vite, donc j'ai créé une agence. Cette agence a plutôt bien marché. On est monté à une trentaine d'employés, on a fait quelques millions de chiffres, ouvert dans 2 pays. Euh, donc c'était le but recherché, mais j'avais la mentalité The Tu, Family, donc tu- j'ai voulu croître trop vite. Et genre, tu faisais quoi dans l'agence? j'avais le CEO, CTO, j'étais le seul technique et j'ai cofondé avec trois autres personnes cette agence. Les D'accord. autres Non, personnes mais étaient plus je veux sur le dire, business. pardon, qu'est-ce qu'elle faisait l'agence en elle-même? Une boîte de services dans l'informatique, donc création de sites, d'app, gestion de réseaux sociaux, visites virtuelles, tout ce genre de choses. Ok, ouais. Et, mais donc, on a eu une trop grosse croissance, je pense. Et c'est pas du tout la mentalité que j'avais avec The Family, c'est plutôt une courbe linéaire. Donc, plus tu as de clients, plus tu recrutes, plus tu dois avoir de clients. Et ça se finit jamais. Et donc, tu es un peu tout le temps sur une ligne, tu vois, un peu borderline. Mais bref. Donc, ça a duré 2 ans. Après ça, j'en avais ma claque, j'étais épuisé physiquement et j'avais envie de créer un SaaS, un peu dans la mentalité du coup qui se faisait actuellement. Donc j'ai créé une boîte qui était qui s'appelait Plany, qui permettait de poster sur Instagram depuis un ordinateur. C'était un problème qu'on avait à l'agence et du coup je l'ai créé après, enfin je l'ai co-créé avec un mec que j'avais rencontré à Coup d'État. Ça a duré pareil 1 an et demi, 2 ans, ça a bien marché, mais on a dû stopper à un moment, on pourra en parler plus tard, mais pour plein de raisons. Et après Ok. ça, c'est bientôt fini, hein, c'est peut-être un peu long les 2, 3 phrases. Après Non, t'inquiète, ça, t'inquiète. j'étais épuisé physiquement, je voulais refaire du code parce que l'agence, ça m'avait éloigné du code, etc. Donc j'ai juste créé des petits projets, des applications mobiles, etc. Voilà, je voulais me retrouver techniquement. Et ensuite, je voulais suivre la vision d'une autre personne et plus la mienne. Donc j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Evaneos. Euh, c'est une boîte qui a levé 80 millions en 2018, je crois. Ils avaient besoin d'un tech lead en front. Et je me suis dit, OK, ça va me permettre de m'améliorer techniquement, de voir un peu comment ça fonctionne dans une boîte qui scale pas mal, etc. Donc j'ai fait ça 1 an. Et là, on arrive à ce moment-là, c'était en novembre dernier, où j'ai quitté Evaneos pour voyager. Donc je suis parti à Bali plusieurs mois, etc., me recentrer sur mes projets perso et du freelance, etc. En gros, voilà le parcours. D'accord, ouais. Et j'ai Du oublié coup, de tes préciser un projets truc, perso, tu c'est les... Ouais, excuse-moi, j'ai oublié juste de préciser un truc, c'est pendant toute cette période à Vas-y. Evaneos, j'ai monté un projet en fait avec 3 autres associés aussi. C'est une app, c'est d'ailleurs l'app sur laquelle je travaille en ce moment qui s'appelle Shaker, mais on pourra en parler après. Mais du coup, c'était en mode side project qui est devenu un plus gros projet maintenant. D'accord. Bah vas-y, enchaîne sur Shaker. Qu'est-ce que fait Shaker? Shaker, c'est une app qui te permet de chercher des partenaires de sport dans n'importe quel type de sport, n'importe quel lieu, n'importe quel âge, n'importe quel niveau.
Si tu as envie de faire un tennis ce week-end avec quelqu'un, tu peux aller le chercher sur l'app, etc. Si tu as envie de courir ce soir, tu peux aller le chercher sur l'app. Donc on a lancé ce truc-là parce que l'un des cofondateurs est vraiment dans l'univers du sport, c'est un peu toute sa vie. Et c'est lui qui a eu l'idée, il est venu me chercher. Et donc ça s'est fait en side project au début. On génère pas encore d'argent dessus, on le veut pas, on essaie juste de faire croître la user base. Mais voilà, on a commencé Vas-y, donne des chiffres là, c'est quoi le user base actuel? Là, on est à peu près à 6000 personnes dessus. Il y a environ, je sais pas, il y a 300-400 personnes qui l'utilisent tous les jours. Ouais, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal, sachant que c'est un projet sur lequel on n'est pas du tout, tous mes associés on travaille. Moi, je travaille sur mes projets à côté, donc c'est un truc qu'on fait vraiment, même pas part-time, genre on y dédie un jour par semaine. Donc on est plutôt satisfait du truc pour l'instant. Mais Ah, là, tu travailles plus, mais c'est quand même un side project, c'est ça? en fait, j'ai plusieurs projets en même temps, plusieurs petits projets. J'essaye pas de me concentrer sur un seul, j'essaie de mettre plusieurs œufs dans plusieurs paniers et voir un peu Ouais. ce que ça peut donner, tu vois. J'ai trop fait ça dans mes expériences passées et donc là, j'essaie de voir ce qui va prendre le mieux dans tous mes projets et me concentrer dessus. Ok. Mais actuellement, ça reste le plus gros projet en termes Celui qui de marche le mieux, croissance, quoi. etc. Celui qui marche le mieux, sachant que on a déjà signé des partenariats avec des marques de sport, etc. Donc, je pense que ça va. Enfin, on espère faire une levée là dans quelques mois et potentiellement faut se mettre tous 100% dessus. Euh, T'as dit à que tu voir. gagnais pas d'argent avec, mais si t'as fait des contrats avec des marques, ça veut dire que ça a été quoi On a, le. En gros, on a fait des deals par exemple, on a fait un deal avec le Coq Sportif pour qu'il nous donne des tonnes d'accessoires, etc., pour que nous on puisse financer l'app avec un truc de crowdfunding, tu vois, on donne en échange Ah, donc on ok, a fait ouais. ça et donc là on a eux qui sont là et on a une autre marque qui est un grand magasin de sport qui en ce moment est aussi intéressé potentiellement pour je sais pas, c'est un peu compliqué parce que si on commence à signer avec eux, on est un peu coincé avec eux. Donc on est en train de voir quoi faire, mais en gros, ils voudraient potentiellement ou racheter l'app et la sponsoriser pour eux, ou ou je sais pas, nous aider. Mais j'ai un peu peur de signer avec des institutionnels. Mais à Ouais. voir. T'as un peu peur de t'aliéner, quoi. Et après, tu peux plus faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça en fait. Tu pourras jamais t'en sortir. Ils auront toujours une longueur d'avance sur les autres et un droit de veto ou je sais pas. Souvent, ça marche comme ça. Donc ouais, faut voir. Et, euh, et puis sinon, après, Faut négocier le entrepreneur in résidence. Tu sais, c'est genre, tu fais le projet sous leur nom, mais t'es libre de faire ce que tu veux. Juste, c'est eux qui ils mettent du cash ou pas, quoi. À un moment, ils ont le droit d'arrêter de mettre du cash, mais du coup, tu peux faire ce que tu veux, quoi. ouais, mais eux, ça leur rapporte quoi, du coup, si tu peux faire ce que tu veux? Parce qu'en fait, in fine, c'est pour qu'ils puissent te racheter le projet ou dire que c'est grâce à eux qu'il est né, tu vois. C'est plus un système de Ouais, mais reconnaissance. in fine, donc, c'est pour racheter le projet. Ça veut dire qu'ils vont avoir un droit, quand même. Je sais pas. Je sais pas Oui, comment ça marche. Mais ouais. peut-être, t'as peut-être raison. Bon, après, c'est toujours des deals compliqués. J'ai plutôt tendance à me dire, c'est trop compliqué, personnellement, de faire des deals avec des gros groupes où tu vas avoir 20 avocats contre toi tout seul avec ton pauvre avocat si t'en as un. Parce qu'il vaut mieux pas faire de deal. T'as plus de chances d'être gagnant que, C'est clair. que, que dealer. C'est clair. Mais du coup, ouais, ça reste le projet, en tout cas, qui a le plus de potentiel pour l'instant. Euh, Sachant que, enfin, un de mes associés, celui qui fait du sport, il fait aussi de la télé-réalité d'une manière régulière. Et donc, ça ramène pas mal de le public qu'il faut, quoi. Oui. La visibilité qu'il faut. Donc, ça, c'est pas mal. Du Et coup, il fait quoi? Il en parle sur les réseaux sociaux quand il fait des. ouais, voilà, souvent, il fait des stories où il fait un peu de sport, il dit de télécharger Shaker, ou il fait de la pub dessus, ou quand il fait des interviews.
enfin, il en parle comme son projet principal, etc. Du coup, ça amène, à chaque fois qu'il en parle, ça amène un pic de nouvelles, ouais, de nouveaux users, sachant qu'on fait zéro pub dessus. Donc, ça reste pas mal pour l'instant. D'accord, Et, ouais. et à côté de ça, un des, enfin, ouais, donc, c'est difficile à te dire sur quel projet je me concentre, mais à côté de ça, j'ai plusieurs petits projets. J'ai une app mobile, par exemple, qui a 40 000 utilisateurs dessus, qui est Petit un- projet qui dit. bah, c'est petit parce que c'est une petite app de jeu d'alcool quand tu joues avec tes potes le soir. Ça s'appelle Beam, tu sais, et du coup, c'est des gages d'alcool, etc., un peu à la Piccolo. Mais c'est Stylé. genre, c'est Beam avec 3 i, si jamais tu veux le chercher. Et Yes, enfin, de toute façon, toutes les références de ce que tu cites, ils seront dans les références de l'épisode. je suis en train Donc, de le recoder d'ailleurs, pour que ce soit pour ouais pour en fait il est que en français, donc on est en train de le traduire et en train de changer un peu le gameplay, en train de rajouter des packs et tout, parce que rien qu'en France avoir 40 000 users, on s'est dit que si on le rendait, enfin, si on internationalisait, au moins en anglais, aux États-Unis, etc., on market un peu, bah je pense que ça peut rapporter pas mal. Là ça rapporte des sous, donc je pense que on va continuer. Je suis avec un mec aussi qui a fait tout le design, on va continuer là-dessus un peu. ah, il est stylé le design, ouais, je suis en train de regarder. Est-ce que tu peux donner un peu les chiffres sur c'est quoi que ça rapporte, ce petit projet? En tout, en revenus sur les stores, là actuellement, ça rapporte un SMIC par mois, mais c'est bon, déjà il y a une com énorme d'Apple et Android, qui prennent genre, je sais pas, 30% 40% de tout ce que tu gagnes quand c'est des Ah oui, achats intégrés. ouais. Mais on fait zéro pub dessus. Mais au début, quand on l'a lancé, on a fait des Facebook Ads avec une petite vidéo bidon. D'ailleurs, j'ai posté un post sur Indie Maker sur les vidéos qu'on a testées. Et une vidéo Ok. bidon qui faisait genre 300-400 téléchargements par jour, juste avec un mec qui se bourrait la gueule. Et, Génie. Et, euh, et ouais, en fait, on se dit c'est trop dommage. On a arrêté parce qu'on voulait se concentrer sur d'autres projets. On se dit c'est trop dommage. Ça rapportait à ce moment-là, ça rapportait beaucoup. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, je passe du temps à le recoder entièrement dans un autre langage et plus scalable, Pour- etc. pourquoi, Et en pourquoi tu le recodes? C'est quoi ta problématique? Parce qu'en fait, à l'époque, je l'avais codé pour tester un framework qui s'appelle Unity, qui permet de développer des jeux 2D et 3D. Et j'ai juste fait ce projet-là, et donc je maîtrisais pas trop enfin, c'était Là, un projet d'entraînement, tu vois. Et là, aujourd'hui, je saurais pas vraiment le changer l'app, je sais pas, la faire évoluer, etc. Je suis un peu bloqué, donc je la recode en React Native, qui est un langage que je maîtrise très bien. Et comme ça, là, je pourrais ouais, vraiment c'est la vrai que faire pousser évoluer un comme je peu. veux. Donc là, d'ici une semaine ou deux, peut-être 2 semaines, allez, il y aura une nouvelle version sur l'App Store, sur Android aussi, parce qu'ils l'ont retiré tellement on s'en occupait plus. Ah merde. Ouais, parce que le SDK était à updater, on l'a pas fait, etc. Donc là, ouais, d'ici 2 semaines, on va recommencer un peu à marketer, etc. Ok. Donc ça, j'espère Tu, que tu, tu c'est un ressors projet une qui... version ISO ou tu fais des évols un peu en même temps? Non, on fait des évols, on change un peu le graphisme, même si ça va rester dans la thématique. On change un peu le gameplay. On ajoute aussi un leaderboard pour gamifier un peu le truc, parce qu'actuellement, il n'y en a pas. On va rajouter des packs de thématiques de gages, d'alcool, etc. Ok. Ça, ce sera la première version. Puis après, on pense le faire un peu évoluer avec un mode online, etc. Ça aurait été parfait pendant le confinement, mais Ouais, clairement online, c'est le truc. Bon, après, tu vas avoir un problème, tu vas avoir l'État qui va interdire ton app parce que les gens se bourrent la gueule chez eux. ouais. Je sais même pas si l'app est légale en vrai. J'ai juste cherché un message comme pour l'alcool, tu sais, genre attention, on n'est pas L'abus responsable et d'alcool est tout. dangereux, ouais. Ouais, je l'ai posé au début de l'app, mais je sais même pas si c'est légal ou pas. Je me suis pas plus renseigné que ça. Bon, après, j'en ai déjà vu d'autres d'applications comme ça et utilisé d'autres, donc c'est qu'il doit avoir une faille. J'imagine. Et voilà. Du coup, j'ai une autre question. En allant sur l'App Store, j'ai trouvé ton nom de maker sur l'App Store et du coup, je suis tombé sur Bunseo. Est-ce que tu peux me parler de ce petit projet?
Qu'est-ce qu'il fait? Bunseo, c'est la première app que j'ai créée sur Unity avant BIM. C'était vraiment, vraiment, vraiment en mode je suis un tuto et j'essaie de faire une app. Parce que mon rêve à l'époque, c'était de faire une app et de voir les gens dans le métro y jouer. Je sais pas pourquoi je rêvais de Ouais. ça. Et, euh, et donc j'ai fait cette app qui est un peu genre addictive pour m'entraîner. Et voilà, c'est la première app que j'ai fait, mais ça marche pas du tout. Je sais même pas si j'ai dépassé les 1000 utilisateurs dessus. Enfin, c'est un projet d'une semaine, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est drôle ça. Parce que du Et coup, le design est vachement beau. Hein. ouais, merci, merci. Ouais. Non, mais l'app est sympa en vrai. Ouais, ouais, elle a l'air sympa. Mais c'est toujours étonnant de, tu sais, le rapport travail et qualité de perçu et les utilisateurs, c'est vraiment aucune corrélation possible, quoi. Tu sais pas pourquoi il y en a un qui va marcher plus que l'autre. Des fois, tu peux avoir bossé 10 minutes dessus, enfin, une façon de parler, mais beaucoup moins longtemps et ça va marcher. Et des fois, tu passes ta vie dessus et ça marche jamais, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que, comme je dis actuellement, j'ai pas un seul projet parce que j'en fais plusieurs. J'essaie de voir lequel marchera le mieux, même si moi je m'y attends pas. Je Ouais. pensais pas, tu vois, que le truc d'alcool serait le truc qui me rapporterait comme ça, sans rien faire, 40 000 utilisateurs et tout, tu vois. Genre, dans ma tête, jamais, c'était plus un truc entre potes. Et bref. Ouais, clairement. Mais tu sais que c'est rigolo parce que j'ai une pote, j'espère qu'elle écoutera cet épisode d'ailleurs, qui a lancé un jeu entre amis comme ça. Alors c'est pas un jeu d'alcool, mais c'est un jeu que tu fais en soirée où ça s'appelait Expressio, je crois, mais il a été retiré des stores parce qu'ils ont pas payé la licence. Mais pareil, je pense que c'était un jeu à la base entre amis et qui aurait pu devenir un truc vraiment addictif. Tu vois, l'idée c'était tout simple, c'était de faire deviner des expressions à ses potes, tu vois. Et du coup, il y en a un qui prend le téléphone, il a l'expression à la con, il faut qu'il la fasse deviner en mimant, quoi. Ah, ouais, ouais, je vois. Tout simple, tu vois. Mais ça Et marche bien, franchement, ces jeux. ouais, mais tous mes potes avec qui j'ai joué, ils étaient là, vas-y, viens, on rejoue à ça, tu sais. Et sauf que les plus dispo. Ouais. Donc, il y Bah, avait quelque chose, quoi. c'est le problème aussi enfin, sur notre façon de faire, c'est qu'on crée tellement de choses tout le temps que même s'il y en a un qui prend un peu mais qui prend pas trop, on le laisse tomber. Et je trouve que le truc le plus dur, c'est de maintenir tous les side projects que tu as, genre tous les projets que tu as fait dans ta vie et tout. Moi, j'en ai tellement que j'ai laissé, qui sont retirés des stores ou qui sont de côté ou je sais pas quoi, alors qu'ils ont du potentiel. Tu le sais qu'ils ont du potentiel, mais genre, tu fais tellement de trucs que tu t'y reprends. Ouais, tu t'y mets C'est jamais. ça, ouais. C'est ça. Alors, en fait, je trouve qu'il y a un équilibre super dur à avoir entre faire toutes les idées que t'as et du coup te retrouver à pas pouvoir les maintenir et faire juste une idée, genre tu bosses dans une boîte et tu fais ça pendant 3 ans, en fait tu t'es niqué et ça marcherait pas et tu t'es épuisé. L'équilibre est super hard à choper, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu sais pas à quel moment enfin, disons qu'il y a un truc qui reste dans ma tête quand j'ai fait coup d'état, c'est quand, un truc tout con, mais genre, on parle souvent de product market fit et genre, on dit comment tu sais si t'as ton product market fit, etc. Et Oussama Hamar disait, en fait, quand tu l'as, tu le sais. Te pose pas la question, tu le sauras. Genre, ça va Oui, décoller en d'un coup, fait, tu sauras pas ce qui se tant que t'as passe. un doute, c'est que tu l'as pas. Et du coup, j'arrête pas de me dire sur mes projets, même s'ils ont du potentiel, bah, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est product market fit. Donc, tu les laisses un peu de côté et tu continues, tu vois. Ouais, clairement. C'est rigolo parce que on parle de ça et c'est justement, donc je sais pas si t'as vu, mais déjà dans les épisodes précédents j'en parle. J'ai trouvé en France une communauté de makers parce que c'était difficile à trouver, c'est pour ça que je fais ce podcast, qui s'appelle Le Chantier. Je suis dedans et justement aujourd'hui on en parlait de ce truc-là, qu'ils avaient fait plein de projets et que en fait ils trouvaient pas vraiment. En fait, t'as une expectation. Tout le monde fait un projet, il espère que tu vois il y a des gens qui jouent dans le métro, mais en fait tu sais pas combien de temps ça met à arriver. Et souvent d'après ce que tu lis dans les trucs sur les startups, la moyenne c'est en France c'est 3 ans et demi pour arriver à trouver un market fit, quoi. Les gens qui le trouvent avant, c'est des chanceux. La moyenne se veut plutôt vers là. Et sauf que je pense que le nombre de projets que t'as oublié au bout de 3 ans et demi, ils sont nombreux, quoi. Ouais, c'est 3 ans et quelques si tu te concentres à 100% dessus en plus. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, sur un indie en plus, ça doit être pire. Enfin, Parce que franchement, hein, enfin, moi, je vois, je passe jamais, allez, c'est 1 an max sur un projet en général. Et encore. Du coup, ouais, voilà.
Au bout d'un an, ça t'a gonflé, quoi. C'est pas que ça t'a gonflé, mais c'est t'as tellement d'idées que t'as envie de sortir tout le temps. Tu sais pas, comme tu disais tout à l'heure, trouver l'espèce de barrière, la limite sur laquelle tu te dis, ok, je vais me focaliser dessus et on va voir ce que ça donne. En fait, ça dépend aussi de ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches vraiment à créer un gros truc ou est-ce que tu recherches à t'amuser à créer plein de petits trucs? C'est très personnel après. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça, là, que j'ai choisi la dynamique des indies, quoi. Parce que pour moi, quand t'es indie, t'as plus envie de faire un truc pour toi et pour 100, 1000 mecs, 10 000 mecs, et puis t'es content, tu vois. C'est Ouais, c'est ton ça. market fit limité. Mais c'est drôle qu'on ait cette discussion parce que ça me fait penser à... On a eu la même... Tu sais, c'est un truc qui revient souvent dans le podcast et il y avait dans des épisodes précédents, on m'a souvent dit que quand je posais la question comment tu choisis les prochains projets que tu vas faire, on m'a souvent dit j'essaye de trouver des projets qui font que je serai le premier utilisateur, tu vois, que ça marche pour moi-même. Et de ce qu'on Ah me ouais. dit justement, les histoires des 3 ans, c'est ça, c'est que si t'es le propre utilisateur de ton produit, ça va être difficile pour toi de l'abandonner, quoi, si tu l'utilises vraiment toi-même. Ouais. Pour le coup, tu vois, le projet que j'ai sorti hier, LinkedIn Stat, c'est vraiment ça, en fait. J'ai fait une vidéo sur Product Hunt où j'explique pourquoi j'ai fait le produit, c'est ça. Voilà, je passais ma vie tous les jours à aller rentrer dans un Google Sheet les stats de mon post LinkedIn pour voir l'évolution sur la courbe, et ça, je perdais un temps de ouf. Maintenant, de tous les jours, j'ouvre mon extension, c'est fait, je ferme, je suis content. Ouais, j'avoue, c'est pratique. Bah, Et j'avoue que c'est mieux si tu arrives à résoudre un truc pour toi, bien sûr. C'est ce que tu entends toujours partout, d'ailleurs, dans tous les conseils qu'on te donne. Mais c'est pas. ouais. En fait, j'ai entendu un podcast hyper intéressant d'un mec qui a créé, qui est le créateur de Laravel, le framework PHP, et qui a créé un truc qui s'appelle Ah ouais. SourceForge peut-être, ou un truc comme ça. Je sais plus. Qui Ouais, permet SourceForge, c'est en. ultra connu. Ouais, mais je sais plus si c'est ça, si c'est lui qui l'a créé ou pas. Je veux pas. Enfin bref. Et Ouais. du coup, il parlait de. Alors, il employait un terme, mais je me souviens plus c'est quoi. Mais en gros, c'est ta capacité à accepter. Enfin, c'est ton taux de tolérance à ce que tu fais au quotidien et à quel point ça peut t'ennuyer. Par exemple, il a créé un truc qui te permet d'hoster un site facilement, de générer un site, etc. Et il a eu une tonne de critiques en mode, bah oui, mais en même temps, si tu prends l'hébergeur et que tu installes un WordPress dessus et que tu t'achètes le nom de domaine là et que machin, tu y arrives aussi. Il dit, ouais, mais il est où ton taux de tolérance sur peut-être ce que tu es prêt à accepter de faire, surtout quand tu es un tech, tu te dis, je vais réussir à le faire, et par rapport à ce que les gens ont envie, tu vois, genre un truc hyper simple, automatisé et tout. Et, Ouais, c'est ça. et Tu paries sur la flemme des gens, quoi. ouais, c'est un peu ça. Un Et petit je peu. sais plus pourquoi je te disais ça. Il y avait une raison. Mais, Pour son mais en projet gros, de source, sur ce que tu disais là, SourceForge. ouais, mais en gros, là, le truc, c'est quand tu vois, ah oui, voilà, c'est ça. Quand tu crées des trucs pour toi, quand tu es le premier utilisateur, il faut trouver ce truc de te dire, OK, à quel point ça me dérange de faire ce que je fais. Toi, tu l'as trouvé avec ton Excel sheet, tu vois, tout le temps à te dire, OK, à un moment, j'en peux plus passer 1 heure par jour à voir le truc de mon poste, la croissance de mon poste et tout. Mais à quel point tu es résilient à faire ce que tu fais au quotidien et à en créer une app, si ça peut te servir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. À un moment, je me suis dit, en fait, le temps que je passe à faire ça, voudrais mieux que je prenne des technologies ultra simples et que je le code. Et ça, je passe un investissement d'une semaine et j'ai gagné tout le temps suivant, toute ma vie, quoi. Mais souvent, tu t'en rends pas compte, malheureusement, du temps que tu perds à faire ça. Tu te dis, ouais, c'est pas très grave, je peux le faire. Et du coup, tu crées jamais cette app qui fait que ça va servir. Ouais, c'est drôle parce que c'est un combat que j'ai au quotidien avec les gens avec qui je bosse dans ma boîte, où je leur dis en fait les- un peu extrémiste. À partir du moment où tu répètes une tâche plus d'une fois, on doit trouver un moyen plus de 3 fois, on doit trouver un moyen de l'automatiser. Mais pour essayer de leur mettre dans l'esprit que tous les trucs qu'ils font de manière récurrente, il y a peut-être pas de valeur à qu'ils le fassent eux. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont du mal à le voir. En tout cas, en tant que maker, t'as du mal à voir que tu pourrais en faire un produit d'un truc qui te fait que, que tu passes 5 minutes tous les jours. Parce que 5 minutes fois tous Ouais, les c'est jours de ça. ta vie, ça fait beaucoup, quoi. Et par Ouais, c'est contre, ça. quand tu le proposes à quelqu'un qui a le même pain que toi, et qu'il le teste et qu'en 2 minutes ça marche,
Là, il arrête de faire le truc qu'il faisait avant et il met du cash. Il dit, ah ouais, mec, vas-y. Ouais, exactement. Mais il faut trouver ce point de transition, ce point où tu te dis, OK, en fait, ça peut être un produit. Et surtout quand tu es tech, parce que quand tu es tech, tu sais faire, enfin, tu fais beaucoup de choses à la main en te disant, tu vas pas automatiser le truc, tu vois. Et Ouais. ça pose pas trop de problèmes parce que tu sais que tu as les technologies, tu vas le savoir pour le faire. Donc, ouais, c'est assez Ouais, dur c'est à trouver ça. ce truc. Ouais, c'est peut-être plus dur quand t'es tech, ouais. Et tu vois, je viens de m'en rendre compte, en disant ça, tu viens de me faire me rendre compte que je fais la même merde pour les épisodes du podcast. Je note dans un sheet le nombre d'écoutes par jour et je regarde l'évolution par épisode. Et je pourrais en faire un produit pareil, hein. Ça fait tout pareil. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a plein d'opportunités comme ça. Les gens te disent souvent genre, ah, mais j'ai pas d'idée pour créer des side projects et tout. Mais en fait, c'est juste que ton taux de résilience est trop. Tu acceptes trop de faire des choses répétitives sans t'en rendre compte. Il y a tellement d'idées à faire. Ah Et c'est ouais, pour ouais, ça d'ailleurs que clairement. c'est dur de se concentrer sur un seul truc. Ouais. Je pense que moi, un des trucs que j'ai mis du temps à comprendre et qui maintenant, je trouve, il m'aide beaucoup, c'est d'arrêter de vouloir inventer des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Tu vois, il y a suffisamment de problèmes tous les jours dans le monde pour que tu prennes un truc et des gens, même si ça t'invente rien de nouveau, tu utilises des trucs actuels, t'as pas besoin de la dernière technologie et c'est pas grave. Ça, déjà, il y a plein de gens qui seront contents. Et Ouais, c'est ça, clair. en tant que tech, tu sais, c'est un peu un genre d'ego où t'as l'impression de vouloir inventer le nouveau truc, mais en fait, il n'y a pas besoin, mec. Et même je suis sûr que si tu utilises les probabilités, je vais pas arriver à dire l'autre mot, t'as plus de chances d'avoir un produit qui marche en faisant avec des technologies qui existent déjà, rien inventant, parce que t'as rien à apprendre aux gens, plutôt que faire un nouveau truc de ouf, mais que les gens doivent apprendre à utiliser, quoi, et qu'ils en ont pas vraiment encore besoin. C'est plus simple de Ouais, faire c'est l'autre. clair. C'est clair. Et il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est un peu dans la continuité, mais quand, quand tu fais plein d'idées, quand tu réalises plein d'idées, et que dans ton entourage, c'est pas des gens qui sont dans cette même dynamique, il y a aussi un truc qui te freine à créer ces choses-là. C'est que, par exemple, ça m'est arrivé encore il y a 2 3 jours, où j'ai dit à mes potes, putain, ce serait trop cool d'avoir une plateforme de streaming. En fait, je vois des vidéos popper partout sur Facebook de gens qui font des sessions de sport, de yoga et tout. Je trouve que ce serait trop cool d'avoir une espèce de plateforme qui centralise tout ça avec tous les lives en direct, un Twitch un peu, mais tu vois, pour le sport en live et tout. Et Ouais. ils étaient là, genre, ouais, mais je connais une plateforme qui existe et je vois pas à quoi ça servirait. T'as les live Facebook et machin. Et en fait, d'un coup, quand t'as pas cette mentalité, les gens te disent, ouais, mais ça existe déjà. Ouais, mais machin. Ouais, mais machin. Et c'est hyper dur, en fait, de créer tes trucs si tu en parles à tes potes qui sont pas là-dedans. Ouais, ouais, ça a un nom, ça s'appelle c'est un truc en psychologie, en fait, qui fait que t'as une résilience au changement des habitudes, alors qu'en fait, ben, sur Facebook, c'est top, et tu peux le faire, tu déformes l'outil pour faire des lives, mais sur Facebook, tu trouves tout et rien, et du coup, ben, vu que c'est pas spécialisé, tu crées pas une audience spécifique avec un public spécifique, et du coup, tu trouves pas ce que tu veux, quoi. Si tu veux chercher des lives Facebook, ben, si tu connais pas le mec, tu le trouves pas, quoi. Ouais, Et et tu vois, il n'y a pas un nom qui arrive dans ta tête automatiquement. Ça veut dire qu'il y a de la place à prendre. Même si ça existe déjà, ça, c'est pas oui, dans c'est ta ça. tête. Ça veut dire qu'il y a, il y a une part de marché à prendre. Et Et du coup, mais t'es vite démoralisé à te dire, à écouter ces conseils. clairement, de toute façon, quand t'es maker, faut pas écouter les gens, quoi. Je pense que quand t'écoutes ton entourage, tu vas pas, tu vas pas faire les bons choix, hein. Clairement pas. Du coup, probablement, tu vas chercher à être disruptif, à inventer un truc nouveau qui n'existe pas, et du coup, ça servira à rien. Ouais, bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon app d'alcool. Tu vois, il y avait Piccolo à l'époque, qui était l'app référence pour l'alcool, les jeux d'alcool en soirée. Ouais. Et ils m'ont tous dit, bah, personne va jouer à autre chose qu'à Piccolo, c'est déjà là. Donc j'ai quand même créé ce truc, et tu vois, j'ai 40 000 utilisateurs, ça rapporte un SMIC par mois, machin, et je pourrais faire grossir à l'internationaliser. Et d'un coup, les gens ils Oui, disent, ah ouais, mais, enfin bref, c'est toujours pareil. et tu peux en faire 10 de plus d'apps sur le même sujet, et elles marcheront. Ouais, si l'idée est bonne, elles marcheront, quoi. Ouais, Parce qu'il y a encore de la place à prendre, quoi. S'il y en a que deux d'apps. Puis tu sais, après, en plus, tu peux bénéficier tu vois, le studio Catch App. ouais, Leur idée, elle est super simple, hein. On fait des jeux super simples, addictifs. Et ils en font des tonnes, et du coup, chaque jeu aide à faire connaître les autres.
Du coup, Ouais, ouais. la stratégie, c'est génial d'avoir ça, quoi. Yes. Bon, Bon, après, je il y sais a des pas si trucs on qu'il a faut un peu dérivé du moins dire, mais... sujet. Ouais, on a grave dérivé. Reprenons sur mes questions. Alors, on va finir sur les questions de première partie. Donc là, est-ce qu'on a abordé tous les sujets qui te font du revenu récurrent, des projets, ou il en manque? Euh, non, il y a quelques. On a- Je fais pas mal de free aussi en ce moment parce que je me suis beaucoup mis à développer des apps et j'ai envie de m'améliorer. Donc, je continue à faire du free qui rapporte malgré tout pas mal d'argent quand t'es tech pour pouvoir créer des projets à côté que t'as pas envie forcément de. C'est pas forcément une façon indie maker actuelle, mais de rapporter de l'argent tout de suite. Moi, mes projets que je fais, en général, j'ai pas envie qu'ils rapportent forcément de l'argent tout de suite. Ça dépend lesquels. Et du coup, le free me permet encore de pouvoir les créer, tu vois, et d'avoir du temps. Oh, Donc j'ai surtout le t'inquiète pas, free. c'est commun à plein d'indie makers, hein. Ouais, c'est clair. J'ai ça, j'ai le truc d'alcool qui rapporte, j'ai en revenu récurrent. J'avais Plany à l'époque, mais du coup ça a été revendu. Euh, Tu l'as revendu, comment t'as trouvé pour le revendre? j'ai mis sur une plateforme d'enchères, One, enfin de One Cat Project? Un K Project? non, ça s'appelle je sais plus le nom, Flippa peut-être, un truc comme ça. Flip App? Flippa, un truc comme ça. Attends, faudrait que je regarde. Flippa. Ouais, c'est ça. Flippa. Ok. Fli2pa. Et c'est des gens qui cherchent des side projects, etc. Euh, Ok. et, Et et tu l'as voilà, revendu combien, si tu veux bien parler de chiffres? Euh, pas grand-chose. Je l'ai revendu à peu près entre, on va dire, ouais, 10 000. À peu près 10 000. Ouais, ça va. Je pense qu'il y a plein de gens, hein, 10 000 euros, ça d'argent de poche, c'est toujours cool, hein. Ouais, c'est clair, mais quand tu vois, en fait, c'est aussi un peu C'est par rapport au temps que tu y as frustrant. passé. Ouais, c'est pas, ouais, c'est le temps que tu as passé, mais aussi le potentiel que ça avait, etc. Tu te dis, ouais, à la fin, ça fait que ça. Est-ce que ça valait le coup? Je me concentre 2 ans là-dessus. Mais en même temps, ça crée pas mal d'expérience pendant les 2 ans, donc c'est cool. Mais bon. Oui, il y a une valeur intrinsèque qui est pas liée à ce que tu revends. La valeur de tous les apprentissages, ceux qui la rachètent, ils l'ont pas. Et toi, tu l'as toujours, Ouais, donc t'as quand même gagné quelque chose là-dedans. Je pense que les projets que tu lances maintenant, tu les fais pas de la même manière avec l'expérience que t'as. ah, c'est sûr, t'as raison. Ok, alors on a parlé de ça, on revient sur ma trame un petit peu puisque ça fait 34 minutes qu'on parle et j'en ai fait aucune. Du coup, est-ce que de tous les projets actuels que tu fais, tu as un environ de MRR que tu as ou c'est globalement le SMIG Non, vraiment en revenu récurrent qui tombe tout seul sans que je fasse rien, c'est ça, c'est le truc d'alcool, etc. Euh, Après, je pense qu'on va commencer à bientôt monétiser Shaker, pas pour les utilisateurs, mais pour des marques, pour qu'elles puissent sponsoriser des salles de sport ou des trucs comme ça. Donc ça, je pense que ça fera un petit revenu. Mais voilà, en termes de revenus récurrents, il n'y a que BIM pour que, l'instant et bla- le freelance. que BIM? Ok. La question d'après, c'est quoi tes objectifs avec tes projets là? Par exemple, avec BIM, vu que tu rebosses dessus, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux que ça devienne, où tu veux l'amener? Bah, alors, ça dépend. Concrètement, BIM, c'est vraiment pour le fun et l'alimentaire. Donc, je cherche pas à changer le monde avec BIM, c'est un jeu d'alcool, tu vois, et je veux juste que ça génère de l'argent Ouais. facilement pour créer mes autres projets. Donc, BIM, il y a eu, comme je te disais, 300-400 téléchargements par jour en France pendant 2-3 mois quand on faisait un peu de pub Instagram dessus. Là, le but, c'est, ouais, je suis en train de l'introduire, changer le gameplay, mettre des nouveaux packs. Donc, c'est qu'on passe d'un SMIC à 2 SMIC peut-être, et peut-être de 2 SMIC à 5 SMIC. Si on commence à monétiser aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, etc., il y a moyen. On va le traduire en russe aussi. Donc, après, on peut imaginer toutes les langues possibles.
Les bons vieux Russes qui ont une belle, comment on dit, réputation d'alcoolique. C'est même pas pour ça. Ma copine est russe, du coup, c'est facile pour le traduire. Ah, d'accord, ouais. Et donc ça, c'est juste de l'alimentaire et pour m'amuser. Et en revanche, quand j'étais, tu vas me dire, c'est encore un autre projet, mais donc Shaker, mais ça c'est plus mes associés, on va dire. Moi, je suis mes associés sur Shaker, c'est pas mon bébé. Et là, quand j'étais à Evaneos, ça me faisait bizarre d'être dans des bureaux tous les jours. J'avais jamais été. Ou alors c'était mes bureaux, tu vois, mais c'était un peu différent la mentalité. Et du coup, j'ai rencontré un problème avec ma team, c'est que je faisais beaucoup de remote working. Et quand tu as une team sur place et quelques mecs en remote, c'est très dur les deux à niveau tous les outils que tu dis, c'est très dur à faire fonctionner. Quand t'es full sur place ou full remote, c'est facile. Mais les deux, il y a un espèce de vide qui est très bizarre. Et du coup, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui permet, parce que je crois sincèrement, et c'est même pas juste une hypothèse, mais que le remote va se démocratiser de plus en plus. Et du coup, surtout avec ce qui se passe. Ouais. Mais du coup, je me dis... C'est rigolo que tu abordes ce sujet parce que j'ai quitté la première startup où j'étais à cause de ça. J'étais en remote et enfin, toute la team tech était en remote et tout le reste de la team était sur place à Paname. Ça crée un bordel monstre. Ils m'ont dit viens à Paris pour faire le lien et à partir de là, j'étais passe-plat et puis au bout d'un an, j'ai pété un câble. Je dis allez, c'est bon. Ouais, il y a un truc bizarre comme ça. Ouais. Et même niveau de la documentation que tu fais, tu sais pas trop parce que bref. Et les conférences, c'est compliqué à organiser, les réunions, les machins. Mais du coup, c'est facile quand tout est quand tout est remote ou tout est sur place. Mais voilà, là, je réfléchis pas mal avec un pote à pouvoir aider à cette transition. Des gens qui vont de plus en plus faire du remote tout en ayant des gens sur place et à les aider à faciliter. Tu penses qu'on peut solutionner autrement que par dire tout le monde en remote ou tout le monde sur place via un produit? Ouais, je pense. C'est pas forcément un produit spécifique qui aidera, ça peut être plein de produits, mais si je peux... Via des tools, quoi. J'ai envie que les gens travaillent de plus en plus en remote. J'ai pas envie que ce soit tout le monde en remote, c'est pas fait pour tout le monde, t'aimes ce que tu veux. Moi, j'ai plein de potes qui préfèrent le côté social du bureau, etc. Mais au moins qu'on laisse l'opportunité aux gens de le faire. Et si on leur laisse l'opportunité, il faut les aider à faire une transition facile. Et en ce moment, c'est pas facile de faire cette transition. Du coup, en ce moment, ouais. Du coup, ouais, et je vois d'ailleurs avec le Covid là, tous les posts sur les groupes Facebook et tout de gens qui sont perdus sur la façon de faire du télétravail et tout. Et c'est normal parce que quand t'as jamais été habitué, c'est totalement normal. Il y a de la place à prendre. Je pense que les gens ont pas compris que pour venir au bureau tous les jours, ils ont appris à se lever à l'heure, ils ont appris que le matin, d'abord, t'allais prendre un café, tu disais bonjour à tout le monde. Enfin, ils ont appris, tu vois. Et le travailler de chez soi, ça s'apprend aussi. C'est pas genre, tu restes chez toi. C'est pas aussi simple. C'est clair. Mais il y a aussi une nouvelle mentalité à avoir. C'est pas que des outils, c'est comment tu fais pour faire tes 35 heures, entre guillemets, par semaine, sans trouver cette limite entre fliquer, comme il y a beaucoup de boîtes qui font aux États-Unis, leurs employés chez eux, et en même temps laisser de la liberté, mais travailler moins parce que tu es plus focus chez toi. Et enfin bref, il y a tout un tas de choses à faire. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour aider à cette transition. Et j'ai envie de me focaliser dessus. Pas mal d'idées qui sortent et on essaie de voir avec un pote ce qu'on pourrait faire pour aider à cette transition. Stylé. Je sais pas si t'as vu sur Product Hunt, il y a mort d'outils qui sortent. Hein. Donc ouais, je pense qu'il y a une vraie dynamique pour se placer et avoir des users assez facilement vu qu'il y a de la demande, je pense. Ouais, même tu vois tous les outils comme Notion et tout, ils viennent de lever 50 millions, je crois, Notion. Wow. C'est tous ces outils qui permettent de démocratiser ça, ouais, je pense que ça va aider. Je t'ouvre 2 secondes, j'ai mes AirPods qui me font l'indication de la batterie. Peut-être je peux brancher mes écouteurs filaires ou ça va détruire vas-y. Ok. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas,
Si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. On vient de faire une petite pause technique. Tu venais de nous parler de ton sujet sur un des projets que tu aimerais faire. Et justement, tu me fais penser à une de mes questions qui est dans mon petit bucket. C'est comment tu détectes en général une idée viable, donc entre l'idée qui te dit ah ouais c'est cool et celle que tu vas faire. Disons que je pratique pas forcément la théorie qui serait de essayer de voir si j'ai un marché en lançant une landing page et essayer de faire un peu de pub et voir s'il y a des sign-up, même si je suis complètement pour, mais j'ai un peu la flemme. je le conseille à tout le monde et je le fais pratiquement jamais. Ouais, c'est clair, moi aussi c'est mon premier conseil à chaque fois, mais j'ai la flemme de le faire. Du coup, en fait, j'essaye toujours de me dire... La bonne école The Family, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaie toujours de me dire il faut que je puisse lancer un projet qui va pas me prendre beaucoup de temps, genre qui va me prendre 1 à 2 semaines à coder pour faire le MVP et essayer de le lancer. Et j'essaye même pas, je fais pas les bonnes choses, je demande plus à mes potes si c'est une bonne idée parce que c'est toujours une mauvaise idée. Je cherche pas à avoir des leads, etc. Juste je fais un truc d'1 ou 2 semaines qui essaye en général de m'apprendre quelque chose de nouveau, une techno ou je sais pas quoi. Comme ça, moi, c'est rigolo, t'as pas les mêmes potes que tout le monde, parce qu'en général, l'idée qui revient, c'est tout le monde me dit c'est génial, mais en fait c'était de la merde. Ah non, moi tout le monde me dit c'est pourri à chaque fois. Ok. En fait, tout le monde me dit pas, enfin, ou alors c'est bien, mais ça existe déjà. C'est ou c'est nul, ou c'est bien, mais ça existe déjà. Donc c'est toujours ce qui revient. Donc si je les écoutais, je ferais rien. Ouais. Et du coup, ouais, en fait, je lance des projets qui sont petits. J'ai pas besoin j'ai pas besoin tous les jours de me battre pour l'argent, pour manger des pâtes, tu vois. Genre, donc j'ai la chance de pouvoir faire du fric qui rapporte bien et du coup de me laisser 1 à 2 semaines pour faire un petit projet, machin. Je le lance. Je fais un peu de pub, Instagram, vite fait, je sais pas quoi. Et puis en général, c'est comme ça que ça marche. Ton planning en général, c'est tu focuses pendant un certain temps freelance, puis tu fais tes projets, ou tu te laisses du temps par semaine en général? Non, j'ai aucun planning. J'ai pas genre 2 jours de freelance, 3 jours de machin. C'est juste quand j'ai une mission qui m'intéresse vraiment, je la fais. Je fais que des missions en remote. Du coup, je gère mon temps comme je veux et j'ai un objectif non pas de temps mais de résultat, tu vois. De rendu, ouais. Et donc ça me permet Tu les trouves où les missions, toi? Je fais depuis l'école déjà, j'étais auto-entrepreneur à l'école, donc j'ai mon réseau perso qui me rapporte 50% de mon revenu. C'est des clients que j'ai depuis des années. Et sinon, Malte, depuis 1 an, je me suis inscrit dessus. J'ai fait une 20aine de missions dessus, tu vois. Et Malte, je me rapporte vraiment beaucoup de demandes, genre 2-3 demandes par jour de missions, etc. Et donc j'ai le choix d'accepter ce qui me plaît vraiment, et c'est cool. Stylé. Donc, je vais aller regarder ce que tu as mis sur ton profil, parce que moi j'ai pas autant de demandes. Ouais, je saurais pas dire pourquoi, mais ouais, va voir, on peut en discuter même hors podcast si tu veux. Mais en tout cas, ouais, c'est cool, et j'accepte jamais des missions longues, donc de plusieurs mois. J'accepte toujours des missions où c'est style, ok, on a une app en cours et du coup il faut l'améliorer ou résoudre des problèmes, ou alors on veut développer un MVP et du coup je sais que ça me prend max 1 mois et je gère mon temps comme je veux et j'ai tout le temps de faire mes side projects à côté, quoi. Donc j'ai pas vraiment de planning précis. Et ouais, mais l'idée c'était plus dans quel ordre tu fais. T'essayes de te réserver un peu de temps, ou c'est plutôt entre des missions que tu fais tes projets? Non, c'est plus l'argent qui régit ma vie. C'est genre, est-ce que tu as besoin d'argent en ce moment? Alors cherche vraiment du free. Est-ce que t'as pas besoin? Vas-y, fais ton side project. D'accord, c'est intéressant. Ouais, c'est plus comme ça que je fonctionne. Combien il te reste de cash? Ok, on va faire des missions alors. c'est drôle parce que en discutant avec Antonin, du coup, Antonin Archer, celui qui monte le podcast, je crois qu'il fonctionne un peu comme ça actuellement. Ah ouais? Quand il commence à être à court de thunes, il refait des missions, et quand ça se passe bien niveau thunes, il rebosse à fond sur ses projets. Parce que maintenant, il travaille plus dans des boîtes, il fait juste du freelance et son projet de musique où il fait de la musique. Ok, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais après je pense que
ouais, ça dépend des mentalités de chacun. Bah, en vrai, je trouve que si tu as un taf trop régulier, même en freelance, hein, ça, c'est un peu aliénant, tu sais, genre, ah ouais, mais j'ai pas fini le truc que j'avais prévu, ou, tu sais, ou ça te plaît un peu ce que tu fais, tu veux aller plus loin, et du coup, tu débordes sur les jours que tu t'es alloué, et du coup, tu fais pas tes side projects. Tu sais, t'as toujours une bonne excuse pour pas faire les trucs que t'avais prévus et faire autre chose. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que je suis pas très, enfin, je suis pas très organisé. En général, quand j'ai un truc en tête, je dédie tout mon temps dessus, je suis à fond. Et du coup, quand j'ai une mission free, bah, je la fais vite, je suis à fond. Et quand j'ai un side project, je le fais vite, je suis à fond. Et je suis pas du tout en mode, ok, je planifie un mois à l'avance. Genre, j'ai passé 2 jours sur cette mission en free, puis 3 jours à faire mon side project. Puis c'est un peu comme quand t'as un devoir à faire à l'école et que tu le fais à la dernière minute, quoi. Je suis plus de ce genre-là, moi. Exactement, exactement. Et c'est rigolo parce que dans mon planning de Cachery, la boîte pour qui je bosse principalement et que je suis CTO, j'ai réservé un jour par semaine le vendredi à bosser sur mes side projects, et en fait ça arrive jamais que je bosse le vendredi. Enfin là pour le coup on est vendredi, et du coup le podcast est un de mes side projects, ça a marché, mais quand j'ai fait par exemple LinkedIn Stat, en fait je devais bosser le lundi, j'ai passé 3 jours jusqu'au mercredi à bosser dessus. Ouais. Et voilà, j'ai repoussé les meetings, et je me suis démerdé pour que ça marche, quoi, parce que c'est pareil que toi, quoi. Je voulais faire un truc, je voulais le finir. J'ai bossé dessus jusqu'à temps que je finisse. Je voyais personne, je parlais pas à ma meuf. Mais je suis un peu l'autiste, tu vois. En plus, je respecte vraiment les gens qui sont organisés, mais je comprends pas comment ils arrivent dans leur cerveau à mettre de côté. Enfin, comme moi, je me lance sur un side project, je peux pas penser à autre chose que ça. Mon cerveau, il peut pas être sur autre chose. Et du coup, ouais, ça t'obsède, quoi. Je comprends pas comment ils font pour réussir à se dire, ok, je fais la part des choses. Lundi, je suis là-dessus, et je joue le mardi matin, genre. J'oublie ce que j'ai fait la veille, tu vois, ouais. Et je le reprends dans 3 jours. Genre, je comprends pas comment ils font. Alors ça m'épate. Ouais, autant quand je code, j'arrive un peu à le faire. Genre, j'ai un problème, j'arrive pas à le résoudre, je passe à un autre truc et j'attends un peu, je reviens, tu vois. Mais c'est parce que je suis bloqué, tu vois. C'est pas parce que j'ai décidé que c'était fini. En général, si je veux le finir, je veux le finir, tu vois. S'il y a moyen que je sais que je peux le finir, je vais jusqu'au bout, même si ça va jusqu'à 2h du mat. Ouais. Donc, j'ai du mal aussi à comprendre comment ces gens font. Je les respecte énormément aussi. Coucou à tous ceux qui arrivent à faire ça. Bravo, les gars. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Bah, ouais. Tout ça pour revenir à la question initiale de comment je détecte que c'est bien ou pas. Bah, j'ai une idée, je me lance à fond dessus. J'essaie de toujours mettre une limite. Genre, ça prendra pas plus de X jours, tu vois. Vraiment rapide. Et je le teste, quoi, comme ça. Mais je fais pas de validation en amont, etc. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que les gens qui sont organisés le font, mais pas moi. Mais après, je pense que suivant le profil des gens, il y a des trucs, ça peut pas marcher, tu vois. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast aussi, c'est que il n'y a pas de recette miracle, il y a que la recette qui va marcher avec toi-même, et ça sert à rien de lire 10 000 livres sur des mecs qui ont fait des startups, parce que tu peux être pas comme eux, et ça marchera jamais leur technique, tu vois. T'as beau... c'est l'histoire de si tu fais grimper un poisson à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est con, quoi. Ouais. C'est ça. Je pense que clairement, moi comme toi, si on avait suivi les techniques qui sont données par The Family ou enfin ultra connues, de faire une landing, faire le truc, on n'aurait pas fait de projet qui marche. Ouais. Après, enfin, c'est bien de savoir. En même temps, moi, je respecte, j'admire The Family parce qu'ils m'ont ils m'ont vraiment changé mon style la façon de penser. Et je pense que c'est bien d'apprendre tout ça pour ensuite pas le désapprendre, mais essayer de trouver le truc qui marche le mieux pour toi, quoi. Mais c'est bien de le savoir au moins. Ouais, clairement. Franchement, rien que le The Family, ce que j'ai trouvé génial, moi j'avais déjà fait, avant que The Family existe, j'avais déjà essayé de lancer un projet, donc j'avais un peu défriché ce genre de problème. Mais ça m'a grave rassuré sur tous les problèmes que j'avais vus. J'étais pas tout seul. Et plein de gens avaient pas la solution puisqu'ils faisaient des vidéos. Et puis du coup, ça a aussi mis à niveau tout le monde, tu vois. Il y a eu beaucoup moins de gens qui faisaient des startups qui comprenaient pas certains trucs, tu vois. Donc quand t'échangeais, c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus pertinent les échanges après The Family, maintenant, quoi. Que avant où je parlais à des mecs qui s'étaient perdus.
complet et j'avais l'impression qu'on était tous perdus et putain, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et encore, ça reste un écosystème très petit, hein, puisque, enfin, déjà, faut connaître The Family. Ça veut dire que t'es un peu dans le milieu, ce milieu-là, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal. Ouais, moi, clairement, c'est un niveau de filtre maintenant. Si, genre, t'as jamais entendu parler de The Family, je vais pas trop parler d'entrepreneuriat avec toi, quand même. je vais éviter le sujet. Je vais être un peu fuyant, tu vois. Ouais, bon, en même temps, il y a 100 000 façons de faire, mais c'est vrai qu'ils apportent un truc un peu cool. Je te dis pas que y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ce qu'ils font ou qui trouvent pas ça bien, machin, mais si déjà t'es au courant qu'ils existent, tu me rassures sur que je peux discuter, tu vois, comme avec tes potes, que tu leur poses plus la question, tu vois, de tes projets parce qu'ils ont toujours un avis tellement pas pertinent. Ils pourraient avoir une fois un avis pertinent, mais en fait, pour le nombre de fois où tu tombes sur un truc qui est nul, t'as plus envie d'essayer, quoi. J'ai abandonné, quoi. Ouais, c'est clair. C'est marrant parce qu'il faut. Ça a rien à voir avec eux. J'ai juste appris à pas mélanger certains sujets Ouais. et tu sais en fait qu'il y a des sujets qui sont réservés à certaines personnes, des sujets réservés à d'autres. Et je les aime trop, mais je sais que je peux pas parler de ça avec eux. Il faut juste le différencier. On leur envoyera l'épisode du podcast. J'espère qu'ils l'écouteront pas, ils vont m'incendier après sur WhatsApp. T'as pas dit non, tout va bien. Ok, alors, on va peut-être revenir sur ma trame, parce qu'on a encore un peu dérivé, mais c'est cool. Donc, la question du temps, elle est venue. Maintenant, la question, c'est un peu comment tu essaies d'optimiser le revenu qui rentre. Donc, c'est un peu ce que tu as parlé sur BIM. C'est quoi les points qui pour toi font que tu vas faire plus de revenus avec, par exemple, BIM? Ce que tu disais, la traduction. En fait, ouais, c'est assez facile. Je vois ce qui a généré des revenus actuellement. J'ai testé plusieurs choses, plusieurs canaux de pub, tu vois. Et j'en ai un qui marche bien. Le seul truc en fait, si tu veux, quand tu arrives sur BIM, le seul choix que tu as, c'est de faire le pack gratuit de gage ou alors acheter des packs avec des thématiques. Il y a un moment, c'est pas scalable parce que quand tu as acheté les 4 ou 5 packs qu'il y a sur BIM, il n'y a plus rien à acheter. Donc je peux plus gagner d'argent. Donc en gros, c'est assez facile pour moi. Il faut que je crée des nouveaux packs. Ça fait combien au total pour le moment si t'achètes tous les packs? Je crois que c'est 3,50€ le pack et il doit y avoir 4 ou 5 packs. Ok, comme ça. À 10€ et après ton utilisateur il a plus rien à acheter, quoi. Donc la première solution, c'est de créer plein d'autres packs. C'est logique, mais c'est compliqué d'avoir de l'imagination pour créer des packs tout le temps, donc il faut aussi un peu changer le gameplay de façon à pouvoir proposer d'autres choses. Mais surtout, l'autre truc, c'est pour moi la traduction. Je vois la croissance en France juste à traduire le truc et l'ouvrir à d'autres pays que la France. Ça me paraît tellement logique. Et après, je connais pas tu vois, les habitudes des autres pays. Je sais pas si ça marche, genre de choses, etc. Mais je testerai. Mais c'est juste logique pour moi que ça va au moins doubler, voire tripler. Enfin, je me projette pas, mais ça me paraît logique. En anglais, ça peut être ultra hardcore le scale d'un coup, parce qu'en anglais, tu touches pas juste un pays, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux en toucher plein. Déjà, rien que traduit avec ça. Après, tu prends les Italiens, les Espagnols, les bons pays de bons vivants, quoi. Et c'est sûr que tu vas avoir du monde. Ouais, c'est clair. Maintenant que en plus, je l'ai recodé, c'est hyper facile, la traduction et tout. J'ai juste à envoyer, tu vois, toutes mes phrases. Ouais, voilà, et c'est fait en 2 secondes, quoi. Donc, après, il n'y a plus qu'à faire de la pub Facebook, Instagram. Et c'était quoi tout à l'heure, tu as parlé du fait que ça avait pas mal marché en faisant de la pub sur Instagram. C'était quoi ton budget en gros, pour un X euros investi, tu avais combien de clients potentiels? On a un peu A/B testé les pubs et du coup, je m'étais beaucoup renseigné sur les Facebook Ads, etc. Et parce que j'avais fait aussi à ce moment-là un truc de dropshipping, donc du coup, tu faisais beaucoup de Facebook Ads. Et donc, on a testé plein de pubs différents. Et en gros, au début, avec les tests, on n'arrivait pas à être rentable, mais on faisait en gros 1€ dépensé nous fait revenir 20 centimes tu vois, de revenus. Et au fur et à mesure, en l'espace d'1 mois, on est arrivé
on est arrivé, je sais pas si on peut dire break-even dans ce cas, mais on est arrivé genre à 1 euro dépensé égale 1 revenu, 1 euro de revenu. Et un mois après, c'était 1 euro dépensé égale 1,5 à peu près de revenus. Et à ce moment-là, on a arrêté parce qu'on voulait se concentrer sur d'autres projets. Donc, oh merde. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu le continuer hyper bien ce truc, mais ouais, on a fait genre 3 mois de pub, 4 mois de pub, ça a permis de ramener les 30-40 000 utilisateurs. Et voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, là, je sais très bien qu'en refaisant de la pub, les gens vont ressortir, boire des coups et tout. Enfin, c'est pas comme si ça a été nouveau, mais c'est sûr que ça va marcher. Ouais, oui, clairement, je pense que les gens vont avoir envie de se bourrer plus qu'avant. Mais ça reste... tu vois, c'est plus... Pareil, plus, ça fait un peu débile de dire ça, mais plus je grandis, moins j'ai envie de faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que BIM, c'est vraiment de l'alimentaire qui me permet de créer des choses à côté qui ont peut-être plus de sens, comme la transition, tu vois, à des gens en remote working ou je sais pas quoi. Parce que j'en ai un peu marre de faire des projets qui... C'est comme Plany qui permettait de poster sur Instagram depuis un ordi, c'est cool, mais ça n'a pas de sens, enfin ça sert à rien, tu vois. C'est rigolo, c'est un truc qui revient de plus en plus, le besoin de sens, au-delà du besoin d'argent ou de ce que tu veux, le besoin de sens, tu vois. Et moi j'ai vraiment le truc comme toi où je me dis, je pourrais faire des jeux. Avant je me disais, je vais faire des jeux, ça va scale... tu vois, genre à la ketchup, quoi, je vais faire des mini-jeux et puis il y en a bien qui va décoller. Puis je me suis dit, en fait, j'ai vraiment pas... Est-ce que j'ai envie de faire des jeux ? Non. J'ai envie de faire... un des trucs qui m'a pas mal motivé, mais que j'ai toujours pas fait, parce que je suis pas arrivé à trouver le design que je voulais, pour le coup, là. C'était une app qui te permet de convertir l'argent en temps. En gros, tu rentres dans l'app, tu inscris ton salaire que tu gagnes par mois, ouais. Et après c'est un calculateur, genre tu veux acheter un paquet de chips, ça te dit combien ça t'a coûté de temps de ta life, tu vois. Tu veux acheter une voiture, ça te dit ça va te coûter 15 ans de ta vie, tu vois. Trop cool. C'est l'idée de... Ouais, et l'idée est cool, tu vois, mais c'est pareil, c'est pour le besoin de sens, quoi. J'ai envie d'apporter du sens aux gens, et qu'ils se disent qu'ils arrêtent d'acheter des trucs qui servent à rien, parce que si ça leur a coûté genre 1 an de vie, tu vois, pour un truc qui est useless, tu te dis attends, pourquoi j'ai fait ça, tu vois, est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans la life, avoir donné 1 an de ma vie, tu vois. C'est un peu le film Time Out qui m'a fait penser à cette idée. Et voilà, quoi, c'est plutôt j'ai la même dynamique aussi, quoi. J'aimerais plus amener du sens que... C'est dur parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus une génération qui on souhaite créer des choses qui ont du sens, mais quand t'es peu importe le mot que tu mets derrière, entrepreneur, indie maker, etc., ça dépend de chaque personnalité, mais c'est compliqué de savoir. C'est toujours une question de limite, en fait. Tout dans notre vie, c'est une question de limite. C'est toujours compliqué de savoir à quel moment tu fais un truc qui a du sens et qui génère en même temps de l'argent parce que tu as besoin pour vivre, et à quel moment tu fais des trucs vraiment purement alimentaires et comment tu gères ton temps entre les deux. Et je pense que c'est compliqué quand tu cherches. Par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, je cherche beaucoup plus à faire des trucs qui ont du sens, mais à côté de ça, il faut aussi que je gagne de l'argent. Et après, il y a une question philosophique de l'argent, bien sûr, on pourrait aller loin dans le débat, mais c'est pas la question. Et du coup, je pense qu'il faut pas non plus s'auto-flageller à faire des choses qui ont pas de sens et qui sont purement alimentaires. Comme ce truc de BIM, tu vois, qui me fait rire entre potes, certes, mais qui a aucun sens, mais qui va générer de l'argent pour générer des choses qui ont de l'argent. Et c'est là la limite à mettre, elle est dure. Souvent, tu te dis, ouais, mais je veux créer un truc, mais j'ai pas envie de faire une app qui sert à rien, et puis du coup, t'avances pas, t'arrives pas à gagner d'argent, donc tu reviens à un travail normal et machin. Enfin, c'est compliqué. Ouais, mais clairement, cette balance, elle est hardcore. Pour le coup, moi, j'ai toujours eu envie de faire des projets qui avaient du sens, mais je suis jamais arrivé à être payé pour. Tu vois, là, c'est le premier projet que je lance où j'ai l'impression que je peux faire du cash avec. Et il n'a pas énormément de sens, mais il a du sens en tout cas pour moi, pour mon usage, tu vois. J'arrive à publier sur LinkedIn et à analyser ce que je fais. Mais avec la boîte avec qui je bosse actuellement, Cash Story, tu vois, on aide les gros groupes à gérer mieux leurs finances, tu vois, les visualiser, à savoir où est leur thune, etc. Et mon besoin de sens, il est totalement niqué, tu vois, genre aider les gros groupes, difficile d'y trouver du sens. Et c'est un des trucs qui me chagrinait, mais en même temps, c'est la première fois que je suis dans un projet où je suis pas aliéné à bosser nuit et jour dedans. J'arrive à avoir des horaires assez sains,
j'arrive à avoir du temps pour mes side projects, et du coup, c'est la première fois que j'arrive à vraiment prendre du temps de manière récurrente pour avancer sur des projets, tu vois. Ouais, il faut J'ai trouver jamais pu le cette faire balance. avant. Ouais. Et du coup, ouais, c'est dur. Alors après, heureusement, les mecs avec qui je bosse sont géniaux et ont aussi ce besoin-là. Donc on essaie de... Tu vois, il n'y a pas longtemps, avant que je lance LinkedIn Stat, juste avant, on a lancé une app qui s'appelle World Situation Room. Et on a pris les datas publiques sur le Covid et les datas publiques économiques. On a fait des graphes qui permettent de voir ça en France et dans le monde, quoi. Ouais. On a passé une semaine là-dessus et tu vois, pour le coup, ça avait énormément de sens pour nous tous, quoi. Donc là, on s'est vraiment fait tous du bien et au final, ça nous rapporte du business. On s'est pas du tout mis en avant, mais les gens nous disent on pourrait avoir chez nous ça aussi Ouais. pour telle et telle data, donc c'est cool. Ouais, c'est clair. Mais c'est super chaud. C'est super chaud d'arriver à tenir cet équilibre et pas te dire vas-y j'arrête, ça sert à rien ce que je fais. Et tout est remis en question aujourd'hui, je trouve, parce que c'est clair qu'il faut trouver cette balance entre les trucs qui ont du sens et pas de sens. Mais en même temps, si tu cherches à faire des trucs qui n'ont pas de sens, dans la société d'aujourd'hui, t'es un peu critiqué. Et du coup, c'est compliqué parce que tu vas un peu aller rechercher des choses qui ont du sens juste parce que tu veux être bien vu dans la société, mais tu as le droit de faire des choses qui n'ont pas de sens aussi, tu vois, parce que c'est chacun fait ce qu'il veut. Et donc, tout ça, c'est compliqué. C'est une bataille permanente dans ton cerveau, une balance, faire des choses pour toi et faire des choses pour les autres, et en même temps gagner de l'argent, et en même temps aider. Enfin, très compliqué. Et si tu te poses trop de questions, t'avances pas. Donc, le problème, c'est qu'à un moment, il faut juste te dire, ok, je décide de faire un truc qui a pas de sens, je le fais. Je décide de faire un truc qui a du sens, je le fais. Mais il faut faire. Au moins, il faut le faire. Ouais, la dynamique qui revient tout le temps, toutes les conversations que j'ai eues, c'est en fait, si tu fais des choses tout le temps, au lieu de juste penser, et réfléchir et en parler, t'es largement plus de chances d'être gagnant ouais. que juste te dire ah ben non, ah ben oui, ah ben, ou de réfléchir. Non, c'est clair, il faut pas s'arrêter à ta réflexion puisque tu fais jamais rien, sinon tu te stoppes parce que tu as toujours une excuse, quelle qu'elle soit. Donc il faut juste faire, jusqu'à ce que... Ouais, déjà parce que ça te plaît de faire. Et ensuite, il y en a un qui va potentiellement ramener quelque chose que même toi, tu n'auras pas pensé. Ça aura des conséquences auxquelles tu n'auras pas pensé et c'est cool. Mais ça n'arrive pas si tu fais pas. C'est ça, du coup. Faites, lancez-vous. Ouais, exactement. J'ai donné, c'est le dernier conseil que j'ai donné à ma mère, c'était ça. Elle travaille aux impôts. Et sauf que c'est vraiment, je sais pas, elle s'est retrouvée là, tu vois, parce qu'elle avait besoin d'un taf stable pour pouvoir que je fasse des études, tu vois. Et je la remercie énormément pour ça. Mais c'est vraiment pas un truc qui lui plaisait, tu vois. Ouais. Juste, elle savait qu'elle passait un concours et que ça s'en sortirait. Et elle a toujours eu envie de faire ses propres trucs, tu vois. Et elle l'a jamais fait à cause de moi, en partie, pour essayer d'avoir un truc bien pour moi. Et là, elle a une idée. En fait, tu sais, l'année prochaine, en 2021, les déclarations numériques elles vont devenir obligatoires. Ouais. Tu pourras plus faire de déclarations papier, sauf qu'il y a des gens qui ont 80 piges, 60 piges. Enfin, c'est une hérésie pour eux de passer tout au numérique. Et du coup, en fait, elle me parlait de ça et qu'elle aide déjà, elle aide tous mes potes à faire les déclarations d'impôts, tu vois, et elle aide les vieux, elle aide ses grands-parents, les amis de mes grands-parents, enfin, etc. Du coup, j'ai dit, en fait, tu pourrais vraiment en faire un business, ça, aider les gens, c'est sympa, tu vois, mais ça te coûte du temps, t'as moyen de te faire rémunérer un petit peu, quoi. Et du coup, elle voulait faire ça, tu vois, mais elle était beaucoup dans la réflexion de comment le faire, comment le lancer, est-ce que l'État va accepter. Ouais. J'ai dit, fais-le. Ouais, c'est ça. Fais-le. Et puis après, si t'as des problèmes, tu géreras les problèmes au fil de l'eau. Mais en fait, si tu réfléchis, oui, alors tu peux pas être auto-entrepreneur quand tu travailles pour l'État, il faut demander une dérogation. Arrête, laisse tomber, fais. Et si t'aides des gens, de toute façon, tu trouveras des solutions. C'est tellement ça, c'est ce que je dis à mes potes aussi. Même quand j'ai lancé Plani, en fait, si personne n'avait fait de trucs pour poster sur Instagram depuis un ordi, c'est parce que c'est illégal dans les conditions générales d'Instagram. Ouais. Mais si tu te poses trop de questions, tu fais pas. Et du coup, j'ai fait, et puis voilà, ça a avancé, et ça a fait son petit bout de chemin, et c'est cool. Et avec mes potes, ils ont tous des idées artistiques ou de projets ou d'écologie ou je sais pas quoi machin, mais il y a trop de réflexions comme ta mère, tu vois, ou comme tout le monde en fait, on se pose beaucoup trop de questions, alors que suffit juste de faire un tout petit peu tout le temps et ça avance et ça crée des opportunités énormes. Le problème c'est qu'on se
notre cerveau, il a une capacité à nous stopper, mais incroyable. À nous empêcher d'agir, ouais. Parce que légalement, ou parce qu'administrativement, ou parce que j'en sais rien, parce que manque de temps, parce que quand tu rentres du travail, tu as envie de voir tes gosses, ce qui est normal. Quand tu t'es épuisé, donc tu préfères te mettre devant un Netflix ou reposer ton cerveau. Enfin bref, il y a toujours 100 000 trucs qui font que tu n'avances pas. Et c'est insupportable. Clairement. Il faut faire. Mais c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure je te parlais de mon idée d'app où tu transformes le temps, enfin l'argent en temps. Je pense que les gens ils voient pas, et personne n'a l'éducation pour voir ton temps comme une valeur que tu investis. Ouais. Tu sais, en fait c'est un truc que tu dépenses et c'est la seule valeur que tu vas pas pouvoir gagner ou multiplier. Donc ça devrait être celle où tu es le plus regardant de comment tu investis ton temps dans ta vie. Et je trouve que les gens le font pas suffisamment. Tu vois, il y en a, ils font toute leur vie, enfin surtout la génération de nos parents, ils ont bossé toute leur vie dans un truc qui trouvaient ça naze, mais pour eux, il y avait pas trop d'autres solutions. Alors du coup, ils continuent là-dedans et ils sont un peu juste déçus de ce qu'ils font. Et puis quand ils vont à la retraite, ils se disent qu'ils ont loupé leur life un peu, tu vois. Ouais, d'ailleurs, c'est la meilleure. C'est Oussama qui disait ça aussi. Il disait si tu veux vraiment faire des choses, va dans une maison de retraite ou machin et demande à chaque personne ce qu'elle regrette le plus dans leur vie. Il dit là, tu vas voir, tu vas prendre un petit coup de fouet et tu vas tout de suite faire tes projets. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, de toute façon, même si t'es le meilleur maker du monde, t'auras des trucs où t'es déçu de pas les avoir fait, quoi. Donc, vas-y, fais-en, mec. Fais-en. Ouais, c'est clair, faut toujours faire. Dès le départ. Puis même tu te rends compte, au début, j'avais peur d'être jugé sur ce que je faisais. Et au fil du temps, j'ai créé tellement de projets qui se sont cassés la gueule, de dropshipping. J'ai créé une marque de t-shirts bidons et ça s'est cassé la gueule en un mois. Tu vois, j'ai fait 3 ventes et tout. Et je le disais à mes potes une fois que c'était lancé. Mais au final, personne se moque méchamment, jamais. J'avais toujours peur d'être jugé, que les gens me regardent mal et tout si je loupais les choses. Mais tout le monde s'en fout, personne va te juger mal. On peut en rire des trucs que tu as fait, mais ce sera toujours par gentillesse. Et du coup, d'un coup, je me suis dit, ok, en fait, faut juste faire, et jamais essayer de se soucier de comment les gens vont percevoir ce truc, si ça rate ou autre. Il faut pas se le demander, en fait. Faut juste le faire. Ouais, et puis je pense que tous tes potes qui se sont foutus de ta gueule sur BIM et qui t'ont dit de toute façon ça va jamais marcher ton truc et que maintenant l'application elle fait un speak par mois, ils doivent bien se dire qu'ils ont été cons. Je sais pas, je pense pas, mais c'est. En même temps, j'y pense, je m'en fous un peu, tu vois. Mais... Oui, non, mais peut-être que quand ils iront à la retraite, ils se diront putain, j'aurais dû faire comme mon pote Julien et essayer des trucs parce que j'en ai loupé plein des idées que j'avais. Ouais, mais c'est même pas même pas en termes tech. Ils ont tellement de projets créatifs. J'entends tellement de gens autour de moi qui veulent se mettre à écrire, qui veulent et genre qui le font pas parce qu'ils ont peur de jamais finir le truc ou de pas être assez bon ou parce que j'en sais rien. C'est dommage. Alors qu'en fait. Ouais, mais ça aussi, c'est une éducation qu'on n'a pas, je trouve, c'est que dans un flot de construction de choses, c'est comme un mec qui invente quelque chose, avant d'arriver à l'invention qui a marché, il a essayé plein de fois, il a raté plein de fois, et en fait, c'est comme le loto, tu gagnes qu'une fois, mais t'as essayé plein de fois, et c'est normal de rater. En fait, rater, c'est sain comme processus. C'est à chaque fois que tu rates, tu fermes une porte d'une erreur et donc il y a de plus en plus de chances que tu te rapportes de la porte où il y a le succès. C'est clair, mais c'est surtout que quand tu penses à ça, tu penses au résultat plutôt qu'à tout ce que tu vas faire pendant. Et c'est tout ce que tu vas faire pendant qui est trop cool. Tu vois, c'est tout ce que tu vas apprendre, les trucs que tu vas commencer à écrire, à dessiner, à prendre de la guitare. Tout ça, ce processus-là, il est magique à chaque fois en fait. Et on s'en rend pas compte tant qu'on le fait pas parce qu'on pense qu'au résultat. Je vais pas réussir à être aussi bon que, je vais pas faire mieux que, je vais pas faire. Faut pas penser trop à ça. Ça me fait penser à une musique d'Orelsan qui parle de ça, où il donne des conseils aux jeunes quoi, en chantant, et où il dit en fait quand t'aimais fumer des bangs avec tes potes, c'est juste parce que t'aimais aller à Jardiland et fabriquer le bang plutôt que juste être défoncé en fait. Sauf que tu crois que c'est le résultat, et en fait c'est le process qui t'a plu. Et c'est vrai que souvent on se base sur le résultat plutôt que le process. En vrai... moi, je kiffe construire des apps de zéro, apprendre, faire le marketing alors que j'en ai jamais fait. C'est ça, plutôt que... Mais tout ça, tu le sais pas tant que tu le fais pas. Ouais, clairement. Mais c'est clair que ça se ressent tout le temps. Les gens, ils aiment... En fait, t'as l'impression de toujours détester ce que tu fais,
un peu avec la loi de Murphy, parce qu'il t'arrive toujours des merdes tout le temps, machin, donc tu dis toujours, ah, c'est chiant, je gère des problèmes, machin. Mais au final, 2 ans après, t'es là, genre, c'était quand même magique ce process. Ouais, grave. C'est ça. Puis en fait, c'est tes problèmes que tu racontes à tes potes, c'est pas. Enfin, c'est les merdes qui t'est arrivé et que t'en es sorti, quoi. C'est plus épique que de juste raconter, bah, tout a marché, voilà. T'as rien à raconter, quoi, quand tout marche. Ouais, c'est clair. C'est drôle. Et je crois que tu viens de répondre à ma première des questions finales, qui était qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Lance-toi. Ouais, en fait, c'est lance-toi, c'est fais des choses, quoi, tout le temps. T'arrêtes pas, en fait. En plus, ton corps, il s'habitue tellement vite à rien faire. Genre, à partir du moment où tu dis, ok, je me relâche, t'as le droit de te relâcher, mais quand tu te relâches trop, ton corps, il s'habitue et tu perds cette énergie, quoi. Et ça prend du temps à regagner. C'est vrai que c'est ouf, ça. Il faut faire. J'avoue que c'est le premier truc. Moins tu fais et moins t'es capable de faire, quoi. Ouais. Non, ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est le premier conseil que j'aurais aimé avoir parce que franchement, ma première boîte, j'ai glandé comme un malade. C'est drôle, ça. Bon. Je pense du coup, on a abordé la première des questions finales. Ça fait 1h15 qu'on discute. On est plutôt pas mal. On va pouvoir enchaîner, je pense. Uh-huh. C'était intéressant comme conversation. Selon toi, c'est qui le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast? C'est compliqué, il y a tellement de gens. Mais j'ai vu passer un post hier ou avant-hier, je sais plus, de The Family, qui annonçait un mec qui avait créé une boîte qui s'appelle The Secret Company, quelque chose comme ça, par Maxime Blondel. Ouais. J'ai lu un peu le pitch sur Medium. C'est un peu comme un startup studio, mais à la différence du Founders et tout, c'est quelque chose qui est un peu façon indie maker, un peu créer des projets sans lever, rentables, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça mélange un peu notre monde d'indie maker et le monde d'une startup normale. Et je pense qu'il y a un truc intéressant à découvrir avec lui. Et c'est rigolo que tu dises ça parce que je viens de m'apercevoir que au moment où ils l'ont annoncé, j'ai direct envoyé un email en mode hey, tu voudrais pas passer dans le podcast? Je viens juste demander. Bah, s'il passe, ouais, ce serait cool. Je serais curieux d'entendre pourquoi il a fait ça plus que sur le post Medium, quoi. Et c'est vraie motivation. Grave chaud. J'y enverrai l'épisode comme ça le motivera encore plus. Bah cool. On est bon. Bah du coup, dernière petite question. Ça c'est pour toi, pour ton petit réseau perso. Où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre? Ils peuvent aller sur mon site que je dois refaire. Putain, ça fait une éternité que je l'ai pas fait. c'est J comme Julien et Coulot comme mon nom, COULAUD.com. Et sinon, ils peuvent me contacter à hi@jcoulot.com. Ou ils peuvent me trouver, je pense. Je suis pas trop sur Twitter et tout. La preuve, tu m'avais contacté, j'ai dû te répondre 6 mois après. Ouais, c'est vrai. Il y avait un petit délai. Ouais. Mais ouais, sur hi@jcoulot.com ou sur mon site. Ok. Ouais, l'idée c'était plus à un endroit où tu poses des nouvelles de temps en temps. J'ai écrit mon premier article de blog parce que j'ai envie d'écrire un peu plus. Et du coup, je pense que je vais transformer mon site en truc qui relaye des posts que je fais. Et je vais essayer d'être un peu plus présent aussi, parce que je fais pas assez de pub personnelle, mais un peu plus présent. Je suis sur Indie Maker, on peut me trouver sur Indie Hacker, pardon. On peut me trouver dessus. Et ouais, T'es aussi sur Indie Maker. Hein. Du coup, ouais. Mais vous pouvez me trouver dessus, mais je poste pas assez. Il faut que je poste plus. Il faut que je fasse un peu mon marketing perso. Ok, cool. Et du coup, en premier lieu sur ton site, et puis. Ouais, sur mon site ou par mail directement. Ou par mail. Mec, t'en es où alors de tes projets? Mais sinon, ouais, je posterai un peu plus d'infos sur Indie Hacker aussi. Ok, cool. Parce qu'en tout cas, pour moi, la conversation était très intéressante. J'espère que ça intéressera aussi les autres. J'espère. Donc je pense que c'est bien. Si tu partages ton expérience, ça peut toujours être sympa. Ok. Bah, je vais plus poster. Il faut faire, donc je vais le faire. Il faut faire ça. Ça revient souvent. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très cool.
Ouais, c'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié cette conversation. Je pense qu'elle aurait pu durer encore 4h30 si on bornait pas ça autour d'une heure. Ouais, non, Et, mais c'était hyper intéressant. Merci de m'avoir contacté, c'était très cool. Et j'espère Salut. que ton projet marchera aussi. J'espère aussi. Allez, salut. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir, et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.